right, let's see what we got. All the way up. Goal! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With the steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Detroit Pistons. Mais aujourd'hui, nous commençons une série d'escales qui nous feront voyager dans tous les États-Unis vers des histoires qui dépassent le cadre des Pistons. Puisque c'est un nouveau format de podcast, il y a peut-être plus de nouveaux auditeurs que d'habitude, alors je vais prendre quelques secondes pour me présenter et présenter le concept. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000 et passionné de la franchise depuis longtemps. Tellement passionné qu'il y a 3 ans, j'ai décidé de créer un podcast, ce podcast, les chroniques de Motor City, pour parler de l'histoire de la franchise. Et puis, depuis quelque temps, j'avais envie d'aller encore plus loin, de raconter des histoires qui sortaient de ma ligne éditoriale. Alors, j'ai créé cette nouvelle série, Les Escales, qui nous permettront de voyager un peu entre deux chroniques de Motor City. Et pour cette première escale, ce sera une escale à DC, puisque je vais vous raconter l'histoire incroyable de Manute Bol, drafté en 1985 par Washington, donc joueur sud-soudanais de 2,31 m, trop souvent présenté juste comme le plus grand joueur en taille de l'histoire de la Ligue, et toujours entouré des clichés que les Américains aiment bien coller aux joueurs africains. Mais à mon avis, Manute Bol a beaucoup plus de choses à raconter, qu'il s'agisse de son impact sur le jeu, mais aussi et surtout de son rapport avec son pays, le Soudan, puis ensuite le Sud-Soudan, un pays quasiment constamment en guerre depuis son indépendance en 1956 jusqu'à la sécession des provinces du Sud en 2011 et qui connaît encore aujourd'hui des révolutions et des luttes de pouvoir entre les deux États. Et en fait, par sa stature de basketteur NBA, Manute Bol va être directement impliqué dans le conflit et vous allez voir que ça va aller assez loin puisqu'à partir de la deuxième moitié de sa carrière, Manute Bol va devenir quelque chose entre un émissaire et un diplomate. En tout cas, il prendra part directement dans ce conflit et mettra la lumière sur ce qui se passe au Soudan, puis ensuite au Darfour dans les années 2000, bien longtemps après sa retraite. Au final, c'est en quelque sorte un double portrait que je vous propose dans cette escale à DC. Celui d'un joueur atypique, différent des basketteurs de son époque, plein de contradictions, mais aussi d'un homme engagé pour son pays, prêt à user de sa notoriété pour la bonne cause et qui a mis sa vie en jeu littéralement pour impacter sur la guerre. Notre podcast fait donc escale aujourd'hui pour la première fois. On va à Washington, mais l'histoire de Manute Bol commence bien avant, à Turalei, dans le Soudan du Sud, et c'est toute sa vie que je vais vous raconter dans cet épisode. Manute Bol naît donc au Soudan en 1962, même s'il faudra mettre un bémol sur ça plus tard dans le podcast. En tout cas, il grandit dans l'une des rares périodes de calme au Soudan. En fait, il faut comprendre que dès le premier jour de l'indépendance du Soudan en 1956, le nord, où on retrouve la capitale de Khartoum, et le sud se sont affrontés dans une guérilla qui a duré dans un premier temps jusqu'en 1972, quand un accord a été trouvé entre les deux parties, faisant du sud une région plus ou moins autonome. Cette guerre a été terrible, tuant entre 500 000 et 1,3 million de personnes et en déplaçant des centaines de milliers d'autres. C'est important de le préciser dès le début du podcast, puisque Manute Bol est né de son côté dans une région du sud, au sein de la tribu des Dinka, donc directement concernée par la guerre. Contrairement aux régions du nord arabes et musulmanes, les régions du sud du Soudan sont plutôt noires, chrétiennes et animistes. Et en plus, à cette opposition déjà, vous pouvez rajouter l'ouest, la région connue comme le Darfour, plutôt noire mais aussi musulmane.
Donc, Manute Bol vient de ce pays en guerre constante, mais a au moins la chance de grandir, comme je l'ai dit, dans une des rares périodes de paix, ce qui lui évitera de participer directement au conflit. Après son enfance, Manute Bol devient garçon de ferme, mais à l'adolescence, il a une énorme poussée de croissance. Il faut dire que c'est pas tellement surprenant avec sa mère qui mesurait 1,85 m, quand son père atteignait les 2 mètres, il se disait même que son grand-père dépassait les 2,15 m. L'oncle de Manute Bol dira plus tard que le jour de sa naissance, le bébé était déjà si long que lorsqu'il était allaité, ses pieds touchaient déjà le sol. Bol devient donc, vers la fin de son adolescence, le membre le plus grand de sa tribu, son père inclus donc, ce qui tapera dans l'œil d'un journaliste de Khartoum qui descend dans son village pour un reportage. L'article et les photos qui découlent de ce reportage tombent entre les mains de Nicolas Bol, cousin de Manute, et basketteur à Khartoum, et quand il voit à quel point Manute est grand, eh bien il l'incite à se mettre lui aussi au basket. Manute Bol ira d'abord jouer à Wo, une petite ville située entre le Sud-Soudan et le Darfour, puis directement dans la capitale, puisqu'en fait, même s'il n'avait jamais touché un ballon de basket avant ses 16 ans, il faut comprendre que Bol fait déjà pratiquement sa taille adulte, donc presque 2,31 m, ce qui lui suffit pour dominer les équipes locales. Sauf qu'à Khartoum, les choses vont pas très bien se passer. Manute Bol découvre le racisme, lui qui est chrétien et noir et qui évolue dans cette ville arabe où il y a énormément de tensions raciales et religieuses. Régulièrement, Bol est insulté, traité d'esclave et à chaque fois, il répond par des coups et se retrouve donc au centre de pas mal de bagarres. Mais les choses vont s'arranger en juin 1982. Manute Bol a 20 ans et fait maintenant partie de l'équipe nationale du Soudan qui va être entraînée pendant quelques mois par Don Fillet, entraîneur de longue date de la NCAA. Et Fillet va immédiatement devenir fan de Manute Bol, de sa taille qui selon lui peut à elle seule changer un match de basket. Fillet est persuadé d'avoir mis la main sur le futur du basket mondial. Immédiatement, il passe quelques coups de fil et obtient en quelques jours une bourse à l'université de Cleveland State pour Manute Bol et pour un de ses amis nommé Deng Nial. Les choses s'accélèrent donc brutalement pour Manute Bol qui saisit évidemment l'opportunité. Avant la fin de l'été, il débarque donc à Cleveland pour s'inscrire à l'université alors que 1. Il n'a jamais participé à un seul jour d'école de sa vie, 2. Ne parle pas du tout anglais et 3. Ne connaît même pas sa date de naissance. Ça, c'est Kevin Mackey, coach de l'université, qui l'a ensuite expliqué à la presse. Je lui ai donné sa date de naissance parce qu'il ne savait pas quel âge il avait. Bol n'avait aucune idée de son âge et l'enfant qui venait avec lui ne savait pas non plus quel âge il avait. Personne ne savait rien. Le gens de l'immigration était dans mon bureau et ils nous ont dit que c'était ok. Ils étaient de grands fans de notre équipe, ils venaient à tous nos matchs. Mackey donne donc à Manute Bol le 16 octobre 1962 comme date de naissance et c'est comme ça qu'il commence sa vie américaine. Alors pour autant, Manute Bol ne peut pas rentrer immédiatement à l'université et pendant un an, il ne va faire qu'apprendre l'anglais. Il s'améliore très vite, mais malheureusement, ça ne sera pas assez pour être admissible à Cleveland State et donc pour jouer au basket avec eux. Sauf que Don Fillet, il croit toujours énormément en son poulain et va pousser Manute Bol à s'inscrire directement à la draft NBA malgré qu'il n'ait pas joué un seul match NCAA et que personne ne le connaît. Là encore, Fillet passe des coups de fil et arrive à convaincre son vieil ami Jim Linham, coach des Clippers, qui finit par craquer son choix du 5e tour pour drafter Manute Bol avec le pick 97 lors de la draft 1983. Sauf que là encore, Manute Bol ne rejoindra pas la NBA qui invalide de suite sa draft. La raison elle est simple, il ne s'est pas déclaré éligible 45 jours avant la draft comme les règlements l'obligent. Bol doit donc retourner à l'université, mais vu ses problèmes de niveau et de compréhension de la langue, eh bien il descend un étage plus bas, direction la 2e division NCAA et la fac de Bridgeport, qui a justement un programme pour les étudiants étrangers. Et cette fois-ci, pour sa première vraie saison en 1984-1985, Manute Bol montre enfin de quoi il est capable, avec 22,5 points, 13,5 rebonds par match, mais surtout 7,1 contre. Bol devient vite une sorte d'attraction à la fac, et avec lui, l'équipe se qualifie pour le tournoi de la Division 2 de la NCAA en 1985. À la fin de la saison, tout le monde s'attend à ce que Manute Bol revienne à Bridgeport la saison suivante pour consolider ses acquis, mais lui a un autre plan de carrière. Il veut passer pro,
pour gagner de l'argent et aider sa famille, dont la situation s'est malheureusement dégradée au Soudan. On reviendra tout à l'heure sur la situation géopolitique du Soudan, mais vous devez savoir qu'un an plus tôt, en 1983, une nouvelle rébellion dans le sud s'est engagée à cause de la mise en place par le régime de Khartoum de la charia, la loi islamique si on veut simplifier les choses. Donc, les catholiques noirs du Sud-Soudan se sentent en danger, se révoltent, dirigés par John Garang, le chef de l'armée populaire de libération du Soudan. Cette armée régulière vient du nord du Soudan, un nord musulman qui a voulu imposer la loi islamique à tout le pays et qui est en guerre civile depuis plusieurs années contre le sud, qui lui est animiste ou chrétien. Une guerre civile sans issue ni vainqueur. D'un côté, cette armée gouvernementale désorganisée et démoralisée, tout juste capable de tenir encore 2 ou 3 places fortes au sud. De l'autre, les rebelles chrétiens et leur chef, le colonel John Garang, qui campe patiemment sur les terres qu'il a conquises, des terres qui constituent le réservoir d'eau et le réservoir de pétrole du Soudan. Manute Bol a donc un vrai besoin de passer professionnel, sauf que personne en NBA ne l'a jamais vu jouer à Bridgeport. Alors son agent décide de le faire disputer quelques semaines avant la draft 8 matchs avec les Rhode Island Ghouls dans la United States Basketball League, une ligue mineure. Et visiblement, l'idée est bonne, puisqu'à la draft 1985, les Washington Bullets le sélectionnent, cette fois-ci bien plus haut, puisqu'il part avec le 31e choix. Et dès ses premiers pas en NBA, Manute Bol confirme tout ce qu'il avait montré jusque-là. Il est tellement grand et tellement long qu'il change une défense à lui tout seul. Il contre des tirs que personne n'avait jamais contrés en NBA et les Bullets mettent en place des schémas défensifs pour forcer les attaquants à aller spécifiquement vers lui. Manute Bol ne joue que 26 minutes par match pour sa saison rookie, mais arrive quand même à contrer 5 tirs par match, ce qui fait de lui le meilleur contreur de la ligue et un record pour une saison rookie. Tout ça alors que les règles défensives de l'époque obligent les joueurs à garder leur vis-à-vis, donc impossible de zoner dans la raquette pour lui, comme pourraient le faire les protecteurs d'arceaux d'aujourd'hui. Alors évidemment, cette défense se paye de l'autre côté du terrain. Manute Bol est un poids en attaque, capable de rater des lay-ups faciles. Il ne tourne qu'à 48% au lancer franc, et en fait, il perd même la balle de manière assez gênante pour un joueur professionnel. Alors, à sa décharge, en plus de n'avoir aucun fondamental basket, il a également plusieurs doigts de la main droite complètement bloqués, résultat d'une anomalie congénitale. Et pourtant, Manute Bol devient une sensation en NBA. Il n'y a aucun joueur qui lui ressemble et les fans l'adorent parce qu'il est globalement trop gentil. Rapidement, les marques se l'arrachent et si on doit faire un rapport entre production sur le terrain et sponsoring, Manute Bol doit sans doute être l'un des joueurs les plus rentables de la ligue avec ses contrats pour Toyota, Nike ou Kodak. Mais bon, globalement, les problèmes offensifs de Bol font quand même de lui un joueur de rotation qu'on sort quand on a besoin de défense ou simplement dans le garbage time. Il ne joue que 14 minutes dans sa 3e saison à Washington et finit par se faire trader chez les Warriors, à l'époque coaché par Don Nelson, l'un des coachs les plus visionnaires de la NBA. À Golden State, Nelson laisse beaucoup de liberté à Manute Bol qui a justement envie d'en faire plus offensivement et notamment se trouve une passion pour le tir à 3 points, surtout qu'il se rapproche assez vite de Chris Mullin, l'un des meilleurs dans l'exercice. Donc, Nelson et Bol passent un pacte. Si Manute Bol récupère le ballon derrière la ligne à 3 points et qu'il reste moins de 5 secondes à l'horloge, il a le droit de shooter, mais seulement et uniquement dans ces conditions. Et donc pour sa première saison avec les Warriors, Bol tire quand même 91 3 points alors qu'il n'en avait tiré que 3 lors de ses 3 premières saisons. Bon, il n'en mettra que 20, donc 22% de réussite, mais les fans des Warriors vont eux aussi tomber amoureux de lui et à chacun de ces 3 points, ce sera l'explosion dans la salle. Il existe des compiles de shoots de Manute Bol sur YouTube, je vous conseille franchement d'aller les voir, c'est vraiment un sacré spectacle. Et le clou de toute cette histoire, ce sera un match 5 ans plus tard, quand Manute Bol portera à cette époque-là le maillot des Sixers, où il plantera 6 tirs à 3 points dans la seule 2e mi-temps, alors qu'à l'époque, le record de 3 points réussis sur une mi-temps dans toute la NBA était de 7, et qu'après ce match, Manute Bol ne marquera plus que 3 paniers de loin pour tout le reste de sa carrière. Mais bon, pour l'instant, on reste à Golden State, là où Manute Bol va également faire parler de lui un peu autrement. Ça fait 4 ans qu'il est dans la ligue maintenant, les équipes commencent à le connaître un peu,
Et même s'il finit à nouveau meilleur contreur de la Ligue cette saison-là, Manute Bol se fait aussi souvent avoir et finit assez régulièrement sur des posters, puisque tous les meilleurs attaquants de l'époque veulent dunker sur lui. Et à chaque fois, Manute Bol se trouve une excuse. Un autre défenseur a raté sa rotation, quelqu'un l'a gêné sur son saut, il y avait faute offensive, etc. Bref, que des excuses, au point que ses coéquipiers se sont mis à l'appeler Monsieur Alibi. Et pourtant, lors d'un match contre les Bulls en 1988, et sur un gros dunk de Michael Jordan, Manute Bol va pour la première fois ne pas trouver d'excuse. Au contraire, quand il retourne vers le banc, il sort simplement 2 mots à ses coéquipiers. My bad. Vous savez, le my bad que tout le monde utilise aujourd'hui, il semblerait bien que Manute Bol l'ait plus ou moins inventé, ou en tout cas au moins popularisé. Après ce match, ça devient une sorte de gimmick chez les joueurs des Warriors, à chaque fois qu'un d'entre eux va faire une bêtise. Et en fait, au fil des échanges où les joueurs vont partir aux 4 coins de la NBA, tout le monde dans la ligue va finir par dire cette phrase passée dans le langage courant aujourd'hui. Donc la prochaine fois que vous l'utiliserez, vous penserez au moins à Manute Bol. Mais cette année 1988, c'est aussi et surtout le moment où Manute Bol commence à s'impliquer dans l'avenir de son pays. Je vous ai dit que le Sud-Soudan en rébellion était mené par John Garang et son armée populaire de libération du Soudan. Cette année-là, Garang va se déplacer jusqu'aux USA pour convaincre Manute Bol de soutenir la cause. Bol va commencer par simplement faire un appel aux dons pour une collecte de fonds à destination des réfugiés du Sud. Et juste pour ça, il sera arrêté et interrogé pendant plusieurs heures lors de sa prochaine visite à Khartoum. Cette répression, ça va justement le convaincre de continuer d'aider l'armée populaire. D'abord financièrement, puis en donnant de sa personne, en organisant des réunions clandestines chez lui avec des Soudanais expatriés, puis en se déplaçant incognito en zone de guerre pour rencontrer des réfugiés, notamment pour discuter avec les enfants qui le considèrent comme une légende. À l'été 1990, Manute Bol est tradé aux Sixers, mais en fait c'est maintenant un militant engagé. Il parle lors d'un gala de l'association Oxfam, il rate des matchs pour assister à des réunions sur le Soudan à Washington, et s'est même exprimé devant le Congrès des États-Unis. En fait, lors de cette période-là, Manute Bol devient donc plus connu pour son rôle politique que pour sa carrière NBA. Il est coupé par les Sixers, puis par le Heat qu'il avait tenté 1 an. Les Warriors le ramènent pour un contrat court en 1994, mais après 5 matchs, Manute Bol se blesse au genou lors d'un match à Charlotte, une grave blessure qui va malheureusement mettre fin à sa carrière. Manute with the fling three, got it! Oh! Manute with another. Oh my! How about it? Now, see? Hey, the guy can make 3 out of 4. He should shoot them all night. 3 threes in the third quarter for Manute Bol. The Sixers have found an offensive weapon. Four three-pointers in this quarter for him. You know he's going to drill 2 out of 3, or what's that? 5 out of 7? I don't believe it. These are the people here. I don't believe this. Sixers had come back to within 10. Now it's He's got 6 threes this half. Et ce sera là le début d'une très mauvaise période pour Manute Bol. Il va investir dans une chaîne de restaurants à son nom sur les conseils de son ami d'enfance, mais ça va vite couler. Puis il va renouer avec le basket dans la CBA, la ligue mineure un temps propriété d'Asia Thomas. Et puis ce sera le moment des destinations plus exotiques avec une pige en Italie en 1997 et au Qatar en 1998. Mais après ça, Manute Bol comprend qu'il doit tirer un trait sur le basket. Il souffre de rhumatisme très important et ses différentes affaires l'ont globalement ruiné. Après avoir vendu tous ses biens aux États-Unis, il rentre au Soudan, à Khartoum, avec à peu près $100 000 en banque, ce qui est quasi rien après 10 ans de carrière NBA. Et s'il rentre au Soudan, c'est parce que les choses se calment un peu. Le Nord et le Sud se sont mis à la table des négociations et le mouvement populaire de libération du Soudan a décidé de se séparer de John Garang et de son armée populaire pour tenter de trouver un accord avec le gouvernement de Khartoum. Ce même gouvernement offre à ce moment-là à Manute Bol un poste au ministère de la Jeunesse et des Sports du pays, mais avec une condition, se convertir à l'islam en accord avec la charia. Bol refuse, et comme la paix n'arrive finalement pas et que les massacres continuent dans le sud, sa situation se dégrade. Il est maintenant surveillé par la police et ses économies partent en fumée au point de même plus pouvoir continuer son traitement contre les rhumatismes. Manute Bol
passe donc en quelques années à peine de millionnaire influent pour son pays à un vieil homme malade et coincé au Soudan. C'est son cousin Ed Bona qui va débloquer la situation en racontant son histoire à la presse américaine pour alerter l'opinion publique. Les grands médias américains s'attaquent au sujet et après plusieurs mois d'articles et plusieurs mois où Manute Bol soudoie quelques fonctionnaires locaux, eh bien Bol arrive enfin à sortir du Soudan en passant par l'Égypte le 12 juillet 2001 après 3 ans de quasi-captivité. Là-bas, ce seront également de longs mois de négociations pour obtenir un visa en vue de se faire soigner aux États-Unis. Le 11 septembre va évidemment ralentir le processus et ce n'est qu'en mars 2002 que Manute Bol revient dans le pays où il est devenu célèbre. Et dès son retour, Bol, qui est cette fois complètement ruiné, a des opportunités marketing. Mais pas vraiment des super opportunités. On le voit par exemple dans un combat de boxe entre célébrités où il défie William Refrigerator Perry, un ancien running back des Chicago Bears en NFL, qui avait comme lui un physique, on va dire, non conventionnel. Bol gagnera ce combat à l'unanimité et l'opération sera un succès avec des spectateurs américains qui sont en fait très heureux de le retrouver. À partir de là, d'autres contrats aussi étranges arriveront sur la table de Manute Bol, comme par exemple plusieurs matchs en ligue mineure de hockey sur glace. Et si à chaque fois ça devient un petit peu gênant et que Manute Bol se transforme un peu en homme sandwich, eh bien en fait, il n'a pour autant pas changé et la moitié de ses gains de ses contrats servent à financer sa fondation à destination des Soudanais opprimés. Sauf que tout ça, eh bien ça va s'arrêter en 2004. Au retour d'un match WNBA, Manute Bol, qui ne peut plus conduire à cause de ses articulations, rentre en taxi. Sauf que le chauffeur est ivre et provoque un énorme accident sur l'autoroute. Manute Bol en sort en très mauvais état, avec 2 vertèbres cassées, un genou disloqué, de graves lésions au visage, au cou et de grosses brûlures à la jambe. À 41 ans, et après plusieurs mois d'hôpital, c'en est fini du Manute Bol public. Bol marche difficilement avec une canne et limite ses apparitions, mais ces difficultés vont pourtant devenir secondaires puisque quelques semaines plus tard, le 9 janvier 2005, un véritable accord de paix sera cette fois-ci trouvé au Soudan. Ça sera là la fin d'un conflit qui a duré 22 ans et qui a causé la mort de plus de 2 millions de personnes. Et enfin, Manute Bol va pouvoir rentrer chez lui et profiter de son pays en temps de paix. Et cette paix, eh bien, Manute Bol va continuer à y contribuer. Il va d'abord financer une école chez lui à Turaley, puis va soutenir Salva Kiir, vice-président du Soudan, qui prépare un référendum pour l'indépendance du Sud-Soudan. Même s'il est malade, Manute Bol restera donc au Soudan et parcourt pendant plusieurs mois la campagne pour convaincre les Soudanais du Sud de prendre leur destin en main en votant pour le référendum. Malgré ses rhumatismes et son arthrite, Manute Bol ne va pas compter ses efforts et sera quasiment tous les jours en déplacement pour livrer son message. Et ces efforts vont payer, puisqu'en avril 2010, Salva Kiir sera reconduit à la tête de la région semi-autonome du Sud. Cette réélection donnera l'élan pour l'organisation du référendum, et en janvier 2011, le oui l'emportera au référendum d'autodétermination du Sud-Soudan avec 98,8% des voix, ce qui conduira à la déclaration d'indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet 2011. Mais malheureusement, Manute Bol ne verra jamais les fruits de son travail. Après la réélection de Salva Kiir, Manute Bol retourne aux États-Unis pour se soigner, mais malheureusement il est trop tard. La maladie a gagné tout son corps et Manute Bol décède le 19 juin 2010 d'une insuffisance rénale et de complications dues à sa maladie alors qu'il n'avait que 47 ans, même si son âge n'a jamais vraiment été une donnée importante dans sa vie. À sa mort, les hommages vont arriver de partout, tant du côté américain que soudanais. Chacune des équipes NBA va communiquer sur son impact pour son sport et pour son pays. Le vice-président de la NBA, Rory Sparrow, insistera sur le fait que le monde se souviendra de Bol autant pour son travail humanitaire que pour sa carrière de basketteur. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, s'arrangera personnellement pour que le corps de Manute Bol soit ramené chez lui et plus de 10 000 personnes originaires d'Amérique, d'Europe et bien sûr d'Afrique viendront à Turaley pour lui dire au revoir lors de son enterrement. Manute Bol reposera chez lui, au Sud-Soudan, juste à côté de l'école qu'il avait contribué à créer.
Alors, si j'ai voulu parler de Manute Bol dans cette première escale des chroniques de Motor City, c'est parce qu'en fait le basket n'est jamais juste une histoire qui se passe sur le terrain. Ça va au-delà de ça, et Manute Bol, c'est le personnage parfait à mon avis pour montrer qu'il y a plusieurs manières de devenir une légende. Manute Bol aurait pu ne jamais jouer en NBA, et pourtant il est devenu une star de cette ligue, malgré toutes ses limitations. À ce moment-là, il aurait pu profiter juste de sa célébrité, mais non, il a tout donné pour soutenir la liberté de son peuple et a justement mis sa notoriété au service de la bonne cause. En fait, il a littéralement tout donné jusqu'à sa santé. Quand il était déjà âgé, malade, quasiment handicapé, il a continué à utiliser son nom pour convaincre les Sud-Soudanais de prendre leur destin entre leurs mains en faisant le choix de l'indépendance. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avant, mais il faut aussi dire que lors de son passage aux États-Unis, Manute Bol a également essayé de rassembler les Soudanais exilés, quelle que soit leur religion ou leur couleur de peau. Et en fait, à sa mort, beaucoup ont souligné que ses efforts pour réconcilier les gens du Sud et les gens du Nord ont été un motif d'espoir dans tout le Soudan et un vrai vecteur de paix. Manute Bol, c'était donc le basket, mais en fait, c'est tellement plus que ça. Que ce soit à Washington, à Golden State, à Philadelphie ou même à Miami, Manute Bol a toujours laissé une bonne impression, à la fois pour son côté mascotte, mais aussi pour son activité dans le jeu, c'est important, même si ses carences offensives ont toujours limité son incroyable capacité à contrer tout ce qui bouge et à être une force de dissuasion, en fait simplement en levant les bras. Et en fait, malgré une carrière à seulement 18 minutes de jeu par match, Manute Bol est considéré comme l'un des tout meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA, et la meilleure preuve, c'est qu'il est le seul joueur de la NBA à finir avec plus de tirs contrés en carrière, c'est-à-dire 2086 contres, que de points marqués, puisqu'il s'est arrêté à 1599. Voilà, on arrive là à la fin de cette escale à DC. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, loin des Pistons. Pour le prochain épisode, on retournera dans la Motor City, et en fait je pense qu'on va alterner entre chronique régulière et escale pendant toute cette saison. Si vous êtes auditeur de longue date, j'espère que cette escale vous a plu et que vous êtes ouvert maintenant à d'autres voyages. Et si au contraire, vous avez découvert le podcast avec cet épisode sur Manute Bol, restez, je vous promets qu'il y a d'autres histoires à raconter sur les Pistons et sur d'autres équipes en NBA. Comme c'est la reprise, on en profite pour rappeler les bases. D'abord, sachez que vous pouvez écouter les chroniques de Motor City partout, sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous avez deux manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, le partager sur les réseaux, d'en parler à vos potes qui aiment l'histoire du basket. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcast ou sur Spotify pour mettre les petites étoiles ou laisser un commentaire. C'est ce qui aide à pousser le podcast, donc à faire découvrir les chroniques au plus grand nombre. En tout cas, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Twitter @MotorCityPod pour me dire spécialement de ce que vous avez pensé de ce format. Merci encore pour votre soutien. On est prêt pour une nouvelle grosse saison. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.